comment dire, à la fois la qualité sûrement et la présence assez forte de la rentrée littéraire sur NetGalley aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu presque, je dirais, 40% des titres de la rentrée littéraire qui avaient été sélectionnés, qu'on soit chez Babelio, qu'on soit chez Télérama, euh, pour ceux présents sur NetGalley sur le site lui-même. Donc on avait notamment des coups de cœur que moi j'ai beaucoup appréciés, donc je voudrais vous en citer certains dont on ne parlera pas forcément ce soir, certains dont on parlera ce soir, qui sont notamment Mâcher la poussière chez Grasset, un très beau titre. On avait également L'abandon des prétentions chez Fayard, Si tu n'existais pas de Claire Gallois chez Stock. On peut aussi parler de Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delatour chez Lattès, La sonate oubliée chez Prélude, No, dont on reparlera chez Kallmann, et puis d'autres titres comme Le bureau des jardins et des étangs, et puis alors aussi très intéressant, même quand les titres ne sont pas présents sur netgalley.fr, ils sont également présents sur le .com, et on a eu le cas pour le Good Morning Midnight de Lily Brooke qui a été publié aux Presses de la Cité, un très très beau titre que je vous recommande chaudement et qu'on avait non pas sur le site français mais qui était présent depuis très longtemps sur le site américain. Donc comme quoi, quand on n'a pas la chance de les avoir sur le .fr, on les a malgré tout sur le .com. Donc voilà, c'était vraiment cette première chose que je voulais souligner qui me semblait importante. Et très rapidement, je vais passer donc à la suite. Alors j'aimerais vous présenter un titre qui était le coup de cœur d'Aurélie. Aurélie donc qui est absente. Un coup de cœur qui est No Home de Yaa Gyasi, donc que certains d'entre vous ont lu. Je ne sais pas si parmi les intervenants on a eu un peu de lecture de ce côté-là. Je ne sais pas si Benoît, Sandrine, Non, Bib, voilà. Non, il n'y a non, pas eu moi j'ai de. pas eu l'occasion encore. Ok, bon, c'est pas. Bah, ce sera à faire probablement. En tout cas, c'est ce qu'Aurélie nous suggère et j'aimerais vous lire un petit peu ce qu'elle nous a écrit à propos de ce titre que je trouve assez touchant. Alors, elle nous dit Aurélie un petit peu pour planter le décor de ce titre. Ça se passe au XVIIIe siècle, au plus fort de la traite des esclaves. Effia et Essie naissent dans la même mer dans deux villages rivaux du Ghana. Nous nous situons au Ghana. La sublime Effia est mariée de force à un Anglais, le capitaine du fort de Cap. Leurs chambres surplombent les cachots où sont enfermés les captifs qui deviendront esclaves une fois l'océan traversé. Effia a ignoré que sa sœur Essie y est emprisonnée avant d'être expédiée, elle, en Amérique, où des champs de coton jusqu'à Harlem, ses petits-enfants et ses enfants seront inlassablement jugés pour la couleur de leur peau. La descendance d'Effia, métissée et éduquée, connaît une autre forme de souffrance: perpétuer sur place le commerce triangulaire familial, puis survivre dans un pays meurtri pour des générations. Naviguant brillamment entre Afrique et Amérique, Yaa Gyasi écrit sur le destin d'une famille à l'arbre généalogique brisé par la cruauté des hommes. Un voyage dans le temps inoubliable. Le point de départ, comme elle nous dit Aurélie, c'est simplement deux questions. Comment se sentir chez soi quand on a été arraché à sa propre terre et qu'il est devenu impossible de renaître avec le temps? Comment se sentir chez soi quand on est séparé de ses parents, de sa femme ou même de son enfant? Pour le décrire en quelques mots, elle nous dit, en conclusion, nous pouvons lire autant de livres que nous voudrons sur l'esclavage. Jamais ce ne sera assez pour peser dans la balance face à tant de souffrances et d'injustices. La loi du destin se mêle ici à celle de l'homme, se pensant supérieur, et vient briser des vies qui auraient pu être plus confortables. Bien entendu, avec Desi, on change tout, et on change aussi l'arbre généalogique, qui s'en trouve alors totalement modifié. L'histoire du Ghana, que je ne connaissais pas du tout, m'est apparue ici dans ses destins en alternance, et j'en suis ressortie plus fascinée encore. Noam est un livre qu'on prend le temps de lire, d'analyser, de méditer, de comprendre. Ce n'est pas un simple roman, c'est une voix de conteuse magistrale, une fresque splendide, ni un témoignage, ni un livre historique. C'est le fabuleux destin de deux descendances au travers de 3 siècles d'histoire, avec pour fil conducteur un collier si précieux et si important. Donc voilà ce que nous dit Aurélie sur Noam de Nia Agassi. Je ne sais pas s'il y a quelques réactions ou questions à ce sujet. Je prends.
à tout le monde. Hop, alors je regarde. Bonjour, bonjour. Je vois tous vos petits mots je vois afficher vos petits mots de bonjour. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ces petits mots. Donc je sais pas si c'est des réactions sur le Noam, si certains d'entre vous parmi justement le public a eu la chance de découvrir ce texte de Yaa Agassi, puisque nous, dans l'Assemblée, on a tous assez peu lu, à mon exception. Donc là, je vois qu'il n'y a pas nécessairement de questions sur ce premier choix. Donc voilà, en tout cas, premier choix de notre première blogueuse, No Home chez Kalman Levy, un très beau titre que je vous incite vraiment à découvrir avec joie. Alors oui, Brice, je viens de l'obtenir après avoir fait la demande. J'ai très envie de le lire. Alors écoutez, Brice, on sera ravis d'avoir votre avis dès que vous en aurez fait la chronique. Tenez-nous au courant. N'hésitez pas à reposter d'ailleurs chacune des chroniques que vous allez faire par la suite liées à un titre qu'on aura évoqué, que ce soit moi dans l'introduction ou que ce soit par la suite avec Benoît, Sandrine, Biv, Valentine ou Stéphanie. N'hésitez pas à nous remettre un petit hashtag sur Twitter ou etc. pour qu'on puisse vous suivre et suivre vos chroniques, éventuellement les répercuter dans un article qui se fera la synthèse de ce webinaire. Ça sera vraiment très intéressant. Alors écoute, on va passer à la suite. Donc à la suite, hop, tout de suite, je passe la présentation donc à Bib qui va vous présenter son coup de cœur à elle. Donc La Porte du Ciel de Dominique Fortier aux éditions Les Escales. Bonsoir. Hop, alors je te passe ça tout de suite. 2 secondes. Hop, que tu puisses présenter. Et c'est parti. Alors, je suis en train d'éliminer la webcam, juste une seconde. Qu'elle a courageusement accepté de passer en webcam quand nous nous cachons tous derrière nos présentations PowerPoint, ce qui est vraiment... Est-ce que ça marche Alors là, on a encore... Oui, ça vient tout doucement. Ah, voilà. Parfait, Bonsoir à tous. Alors, avant de me présenter, je voulais vous remercier de m'avoir sollicité pour ce petit exercice que je m'y attendais pas du tout. Alors, je suis Bib sur la blogosphère et dans la vie de tous les jours, c'est mon surnom. Alors, attendez, il y a mon ordinateur qui fait plein de... C'est le direct, je suis vraiment désolée. Voilà. Alors, je suis Bib, c'est mon surnom dans la vie de tous les jours et sur la blogosphère. Alors, sur la blogosphère, je tiens un blog qui s'appelle Bib hors les murs depuis bientôt 4 ans. Et dans la vie de tous les jours, je suis bibliothécaire responsable du secteur adulte dans une médiathèque dans le nord de l'Alsace. Une médiathèque d'environ 1000 mètres carrés pour 4000 lecteurs. Alors sur mon blog, je parle essentiellement de romances et de bandes dessinées. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans le tout début de mon blog, je parlais de toutes mes lectures. Mais pour une gestion de mon temps un petit peu plus rationnelle, j'ai réorienté mon blog vers ces deux genres. Alors, j'ai choisi ces deux genres pour différentes raisons. La bande dessinée, en fait, en ce moment, je suis en train de rebooter ma culture grâce à un accompagnement pas à pas, Nintendo Dark. Si tu passes par là, je te remercie de vive voix. Et du coup, je découvre beaucoup de pépites et j'ai envie de les partager avec plus de lecteurs. Et pour la romance, c'est une véritable revendication professionnelle. Parce que c'est un genre qui a énormément de succès en bibliothèque et qui pourtant est assez méprisé par certains lecteurs et certains professionnels. Alors du coup, je tente de participer à cet élan qui veut un petit peu plus légitimer ce genre. Mais il m'arrive de parler d'autres choses, d'autres lectures, de mes autres lectures, parce que je lis d'autres choses aussi. C'est le cas quand j'ai eu une très mauvaise lecture ou quand j'ai découvert une pépite extraordinaire, et c'est le cas pour le livre que je vais vous présenter ce soir. Alors, c'est un livre qui a été édité par une toute jeune maison d'édition que vous connaissez peut-être si vous avez lu ou eu en main un roman de Victoria Hislop. Il s'agit de la maison Les Escales et le livre c'est La Porte du Ciel écrit par Dominique Fortier. Alors, c'est une auteure québécoise que je ne connaissais pas du tout avant la lecture de ce roman et qui en fait en est à son 3e roman. Elle a énormément de succès, elle est vraiment saluée par la critique et d'ailleurs l'année dernière, pour son roman dont je ne me souviens plus du tout du titre, elle a eu une distinction qui est l'équivalent de notre prix Goncourt, c'est le prix littéraire du gouverneur général. Je trouve ça assez formidable comme nom de prix littéraire. Alors j'ai choisi de vous parler de La Porte du Ciel pour 3 raisons.
pour sa thématique, pour ses personnages, pour sa construction narrative. Alors c'est un roman qui est un petit peu construit à l'image d'un fleuve. Ça commence tout en douceur, ça se stabilise tranquillement, et puis d'un coup il y a des précipitations et ça finit en débordement. C'est plein de méandres, c'est sinueux, plein d'embranchements. C'est un petit peu comme un bayou et ça tombe bien parce que justement on est en Louisiane pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire des États-Unis. C'est avant, pendant et après la guerre de sécession. Alors, c'est l'histoire de Geneviève, qu'on va appeler pendant une ou deux pages dans le roman Èvre, mais qu'on finalement on va appeler Ève, et de Éléonore, deux petites filles qui vont grandir tout au long de ce roman. L'une est blanche, l'autre est noire. Elles sont pas vraiment complices. Elles cohabitent depuis que le père de Éléonore, un médecin qui est en quête de bonnes actions, a recueilli la petite Ève. Alors, depuis, elle dispose d'un statut un petit peu particulier. C'est un statut un peu flou parce qu'elle est ni libre ni esclave et pourtant elle est revendiquée comme étant la propriété de la famille McCoy. Alors elle va suivre Éléonore, elles vont grandir ensemble. Elle va la suivre comme son ombre, comme sa servante, comme sa confidente. Elles se suivent mais se ressemblent pas du tout. Ève, elle est curieuse, elle est intrépide, elle est volontaire, elle est courageuse, elle est assez extraordinaire. C'est un canon. Ève, c'est un canon. Éléonore, elle est plutôt naïve, assez autocentrée, pour pas dire égocentrique. Elle se laisse porter, elle accepte beaucoup de choses, ou au contraire, elle refuse des choses qu'elle a envie. Enfin, elle est assez, c'est une personnalité plutôt transparente. Donc, on va les suivre dans ce roman. Elles vont se partager deux voix, et elles vont partager ces voix. Enfin, elles vont prendre la parole dans ce roman et elles vont partager les voix avec deux autres voix. La troisième voix, donc après Ève et Éléonore, c'est June, une esclave qui n'a rien et qui continue de tout perdre à cause de la guerre, à cause des hommes, à cause de la liberté, à cause de la mort. C'est quelques passages, quelques chapitres qui lui sont consacrés sont assez bouleversants. Et la quatrième voix, c'est celle du narrateur. Alors le narrateur, il prend la parole à la seconde personne du pluriel, donc il interpelle le lecteur. Il interpelle le lecteur sur un ton très très moralisateur, très pédagogue. Il est là pour nous montrer le chemin pour bien comprendre. Donc, si on n'a pas compris par nous-mêmes, il nous fait des démonstrations avec des exemples qu'il prend de l'époque et puis des exemples d'aujourd'hui. Et il nous amène exactement là où il voudrait qu'on arrive. C'est des chapitres qui sont très très perturbants et c'est certainement, très très certainement mes chapitres préférés dans ce roman. Alors, donc, dans ce roman, il y a quatre voix pour quatre visions de l'histoire. Une histoire l'histoire avec un grand H, une histoire que l'auteur elle n'oublie pas d'installer et dans son contexte de façon très très solide et très fidèle. Alors finalement, avec Geneviève et puis Éléonore, on va découvrir l'esclavage. Et puis après, l'auteur, elle va insinuer dans son récit du doute, avec des débats sur l'abolition de l'esclavage. Alors dans l'environnement des filles, il va y avoir des débats. Et tout le monde défend ses positions. Alors, il y a des arguments qui sont farfelus, d'autres qui sont encore plus farfelus. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mauvaise foi. Horreur, double horreur, en fait. Le débat, il est absolument pas égalitaire. Enfin, le peu de personnages qui défendent la cause des abolitionnistes, ils sont pas nombreux. Et en plus de ça, ils sont versatiles. Parce que la Louisiane est un État sudiste, alors ils sont pas, ils sont pas du bon côté pour être, pour vouloir l'abolition de l'esclavage. Évidemment, après ces débats, l'étape d'après, c'est la scission du pays, avec d'un côté la Confédération et de l'autre l'Union. L'étape d'après, c'est la préparation du conflit. Alors la préparation du conflit, elle est assez formidable. Il y a des orchestres, il y a des pique-niques, il y a des processions. Ça se prépare avec beaucoup d'euphorie, beaucoup d'enthousiasme. Et puis cet enthousiasme, il s'arrête assez vite quand le conflit a commencé, parce que à partir de là, c'est des hécatombes, c'est des soldats qui reviennent morts. C'est des soldats qui reviennent estropiés, c'est des gueules cassées, c'est des gens qui reviennent traumatisés.
Et sans faire de spoiler, une fois que le conflit est fini, c'est l'abolition de l'esclavage et l'apparition de nouvelles libertés. Alors l'auteur, elle s'arrête pas là, et c'est à mon avis la force de ce roman, c'est que il y a d'autres choses et c'est vraiment bien amené dans son récit. Alors elle nous raconte cette histoire avec beaucoup de style. Son écriture, elle est vraiment fluide, très imagée. Il y a beaucoup de poésie. C'est assez pudique. Il y a des scènes qui sont très très perturbantes et grâce à son style, c'est tenable. On peut les suivre. Il y a vraiment une scène, par exemple, qui me revient en tête alors que j'ai lu ce roman il y a 3 semaines et je pense que je l'aurais pas vécu de la même façon si ça n'avait pas été aussi bien écrit. Finalement, ce roman, c'est un tout petit roman, une toute petite histoire sur la grande histoire des États-Unis. C'est un rappel des faits, c'est une remise en mémoire du sort qui a été réservé aux esclaves. Et puis, c'est également finalement l'histoire de ces deux jeunes filles qui vont grandir, qui vont faire des choix, qui vont se voir imposer des choix. Et, et, euh, et j'ai besoin de rajouter que j'ai adoré, vraiment, j'ai vraiment adoré. Et j'espère vous avoir donné envie de le lire et de le découvrir également. Voilà pour moi. Super, ben merci beaucoup. C'était une super présentation, bien dynamique. Je sais pas si il y a des questions liées à ça. Alors, hop, je lis ça. Alors, comment as-tu choisi ce roman, je veux dire, avant de démarrer ta lecture? Ah, je pense. C'est pas une question. Donc ça, hop, je regarde si j'ai pas le nom qui s'affiche. L'ivresse littéraire, si voilà. Le blog Ok. L'ivresse littéraire. Amandine. Alors, j'ai choisi ce roman parce que la thématique m'intrigue beaucoup. Alors, en lisant le résumé, je me suis dit que que c'était vraiment dans la lignée de séries comme Racine ou plus récemment The Book of Negroes ou le film qui est sorti là, The Birth of Nation. Mais je voulais pas le côté sanguinaire, donc c'est vraiment la thématique qui m'a fait pencher pour cette lecture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on te remercie énormément. Merci, c'était extra. Donc, bah écoute, Oh. c'était super. On va passer directement donc à la deuxième présentation. Donc qui sera pour le coup une présentation éditoriale puisque c'est Stéphanie des éditions HarperCollins qui va prendre la main. Donc Stéphanie, je te laisse prendre la suite des événements. Bonsoir. Alors moi déjà j'ai été convaincue par ta présentation Bib. Je vais acheter Oh. le bouquin. Génial. Vraiment. Alors donc moi je suis Stéphanie Charrier. J'ai rejoint la maison HarperCollins il y a 2 mois. HarperCollins c'est une jeune maison d'édition en France on vient de faire paraître nos premiers titres, mais ça appartient à un grand groupe qui a 200 ans d'existence. On est arrivé en France donc il y a quelques mois pour produire de la littérature générale, des romans, des documents, des essais. Donc voilà, on est en train de construire une belle maison. Et alors notre rentrée à nous, elle a été, c'est une rentrée littéraire, pas littéraire, c'est une rentrée roman noir en fait. On a lancé 3 auteurs. Stéphanie, si tu Euh, veux mettre ton écran, on voit pas ton partage d'écran. alors attends, montrez mon Ouais. écran. Ah oui, voilà, mon Voilà, écran. on Mon voit petit les couves PowerPoint. d'Harper. Vous les voyez là? Alors là, on les voit bientôt. Lance ton PowerPoint et on est bon. Attends, On a ton écran sur le site. vous voyez Comme là? ça, alors je profite, le temps que ça arrive, je profite d'un petit interlude. J'ai une petite question qui arrive entre-temps pour toi, Bib, du coup, où Brice me disait, est-ce que ce récit polyphonique n'est pas trop dur à suivre, avec des variations trop grandes d'un narrateur à l'autre, parce qu'il y a parfois une déception, justement, quand on a cette variation de narrateur d'un chapitre à un autre à suivre les trames. Est-ce que là, ça rebutait pas est-ce que ça rendait pas la lecture complexe? Alors là, comme les voix, elles sont vraiment très différentes, il y a pas de mal pour se remettre dans ah, c'est ce personnage-là qui parle, ah, c'est ce personnage-là qui parle. Mais c'est sûr que l'auteur, elle joue volontairement sur les voix. Du coup, elle va changer de chapitre quand évidemment l'intrigue devient intéressante pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est assez facile de suivre parce que justement, les personnages sont très très différents. Très bien. Bah, Stéphanie, si tu veux reprendre, du coup, Alors, ça a où est-ce permis de que poser j'en la étais, question. moi? Alors, je disais,
Notre entrée à nous, c'était une entrée polar, féminine, avec 3 auteurs. En fait, il y en a eu une qui était qui est déjà assez connue, qui s'appelle Karine Slaughter, une deuxième qui est une star montante, qui s'appelle Marie Kubica, et la troisième, en fait, c'est l'auteur qui est un peu mon coup de cœur, c'est Emily Shep, qui a été sacrée auteur de l'année 2016 par le Festival de thriller de Gotland en Suède. C'est son premier roman et elle a une histoire moi qui m'a touchée parce qu'en fait elle s'est auto-éditée. Et ça s'est très très vite vendu très très rapidement à 50 000 exemplaires. Elle est maintenant la reine du polar en Suède et elle s'est vendue à plus de 700 000 livres dans 29 pays. Elle vient de lancer en fait une trilogie. Je vous la raconte? Allez, vas-y. Ouais, je raconte. Donc c'est l'histoire en fait c'est la trilogie de Jana Berzelius qui est une procureure, qui est un personnage assez froid, qui est pas sympathique du tout, qui va être amenée à travailler sur l'assassinat d'un haut responsable de l'immigration en Suède, chez lui. Et le tueur n'a laissé aucune trace, mais on retrouve des traces d'enfants. Le meurtrier serait un enfant en fait. Quelques jours plus tard, on va retrouver le meurtrier, mais il est mort. Et on retrouve sur son corps, sur la nuque, un signe particulier, c'est qu'il présente une scarification énigmatique avec un nom assez bizarre. Et il se trouve que Jana Berzelius, la procureure, elle a exactement la même marque sur le cou. Et en fait, ça va être son histoire à elle qui va essayer de retrouver, voilà, par des flashs, par des cauchemars, par tout ça, va essayer de retrouver pourquoi elle a un point commun avec cet enfant et pourquoi elle a un lien avec tous ces meurtres-là. Voilà, mais je vous en dis pas Un roman plus. suspense basé sur la mémoire, Suspense. voilà, vraiment, ok, les réminiscences, Et etc. voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que notre auteur Emily Shep va venir pour la première fois en France au Salon du Livre. Donc, si jamais vous voulez venir la Ça, rencontrer, c'est de ben moi, l'info. je vous offre des entrées. Si vous voulez prendre contact avec moi, je vous invite. Elle fait une conférence et voilà. Donc, prenez bien note, envoyez tout ça à Stéphanie à la fin. Stéphanie, vous mettez ton mail, vous l'aurez de toute façon peut-être dans la présentation, mais voilà, vous n'hésiterez pas à faire passer un petit mot si certains d'entre vous veulent venir rencontrer C'est avec plaisir que HarperCollins, je la présenterai. Ouais. sur le stand. Vous n'avez pas encore le numéro de stand de toute façon à cette époque-là de l'année, c'est pas encore si vous avez déjà Si, le numéro du stand, ouais. H34. Alors Marie Kubica du coup. Non, c'était Emily Shep. Marie Kubica. Ah oui, Non, alors Marie Emily Kubica, Shep. c'est la Alors là, prochaine à présenter. voilà. Oui. Emily Shep, elle est là. Voilà. Elle est jolie en plus. Donc voilà. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'autre chose parce qu'on a Eh on ben, a écoute, aussi tu avais d'autres textes sur ouais, la présentation, oui, sur avec la plaisir. présentation. Alors je vous avais juste proposé les visuels de nos 3 titres de la rentrée polar. Et puis on a un petit coup de cœur qui va apparaître le 1er mars. C'est un premier roman. C'est pas du tout du polar. Ça s'appelle Car si l'on nous sépare. C'est écrit par Lisa Strum. C'est un roman qui fait partie du genre de l'exofiction. Je sais pas si ça vous parle un peu. Ça s'inspire en fait de la vie d'un personnage réel. On part de la vie réelle d'un personnage public et puis on brode le roman autour. Et ce roman, c'est le roman de l'histoire d'une passion, celle d'Edouard Munch pour une jeune fille, le temps d'un été. Et ça se passe au 19e siècle en Norvège et cette aventure en fait douloureuse va lui inspirer le cri, le fameux tableau qui est un des tableaux les plus célèbres au monde. Voilà, je ne sais pas si la peinture vous intéresse, si l'exofiction vous intéresse, mais notre auteur sera aussi en France le 1er mars. Et on organise un super jeu concours via Facebook où on pourra gagner des week-ends en Norvège. Voilà. Bien, bah dis donc, ouais. Pareil, prenez contact avec moi. Alors il y a Wendy, oui, alors Wendy qui nous dit, Wendy chez Cultura, qui nous dit qu'elle a déjà reçu le livre Ah, de Lisa Spring grâce à la repré, donc passage en librairie, et elle avait dit juste génial. Donc je transmets ah, je transmets le message.
Bon, bah voilà, c'était tout pour moi. Super. Ok, bah pas mal, ça nous fait déjà une bonne petite sélection, donc polar et puis exofiction. Donc tu peux rappeler simplement, Stéphanie, rapidement le stand au salon du livre? H34. H34, voilà. Donc, et pour On ceux vous qui attend. veulent, voilà. Alors, ensuite, Benoît, tu es prêt? Je suis prêt. Donc ça va être à Benoît de nous présenter son coup de cœur de la rentrée pour poursuivre les aventures littéraires de ce webinaire. Donc je te laisse la parole, Benoît. Bonsoir à tous. Donc, je commence par m'excuser si jamais il y a quelques micro-coupures parce que comme je suis dans un hôtel, c'est un petit peu compliqué. Je peux vous mettre rapidement la webcam, mais j'ai peur que ça finisse par planter. Tout va Bonsoir à bien, tous. salut. Bonsoir. Si jamais ça plante, fais-moi coucou, Steph, et je couperai. Ça marche. Voilà. Donc moi, Benoît, je suis le fondateur d'un petit blog qui s'appelle À l'ombre du noyer. Euh, un nom un petit peu atypique qui a été trouvé par ma fille Marine durant l'été 2015. Ma fille ne lisant jamais. Et un après-midi me disant, écoute, cet après-midi, je prends un livre et je m'en vais à l'ombre du noyer. Et comme j'étais persuadé que forcément ça allait être des mots et rien que des mots, ben, je l'ai pris au mot. Et donc j'ai créé le blog qui va bien et elle en est à une cinquantaine de bouquins. Elle fait des petits coucous sur le blog de temps à autre. Donc c'est des choses qui sont assez sympathiques de ce côté-là. Sinon, moi je suis chef de projet dans de la PME bordelaise, dans la mobilité urbaine dans ma vie. Et contrairement à la politique, par exemple, je suis l'exception qui confirme la règle dans ce monde féminin de la lecture ou ce monde féminin ce soir. Je t'en remercie, Stéphanie, de m'avoir confié. Donc sur le blog L'ombre du noyer, vous allez retrouver de manière rarissime, on va dire, ces derniers temps, malheureusement, mes chroniques de tout ce que je suis en train de lire, coup de cœur ou pas coup de cœur d'ailleurs, parce que comme Bib tout à l'heure, quel que soit l'intérêt du livre, j'ai besoin de communiquer dessus. Pourquoi j'ai pas aimé sans forcément casser entre guillemets l'auteur, mais plus des sensations de lecture qu'autre chose. Et ce soir, je vais vous parler de la rentrée littéraire chez Stock, parce que j'ai eu la chance déjà de rencontrer les auteurs et puis de lire pas mal d'ouvrages de chez Stock, entre autres un premier ouvrage de Marine Westphal qui s'appelle La Téméraire, qui est un premier roman vraiment magnifique, vibrant, un beau roman d'amour, à l'écriture très poétique. Moi, ça ne peut que me plaire, ce genre de choses. Un deuxième roman qui est Le Bureau des Jardins des Étangs de Didier Decoing, que j'ai eu la chance de lire avec le jury BFM L'Express. Donc là c'est pareil, beaucoup de monde en parle, donc je vais pas vous présenter celui-là ce soir, mais bon, sachez que c'est une jolie petite perle très dépaysante, où vous avez une atmosphère où de la nature et des odeurs sont omniprésentes au niveau du Japon. Une superbe leçon de courage et d'humilité. Et franchement, ces deux romans-là, si vous avez l'occasion de les récupérer sur NetGalley, n'hésitez pas, vous ne serez vraiment pas déçus. La Téméraire, tout petit, il fait 140 pages. Le Bureau des Jardins des Étangs un petit peu plus long, mais ça se lit tellement facilement que je ne peux que vous le conseiller. Ce soir, par contre, je vais vous présenter Et si tu n'existais pas de Claire Gallois. Pourquoi celui-là et pas un autre? Parce que tout simplement il est bouleversant, parce que c'est un roman autobiographique. C'est un roman autobiographique et comme le dit la quatrième de couverture, ce livre c'est un peu comme un secret que je vais dire à tout le monde, l'histoire d'un engagement que j'ai pris enfant et que je n'ai jamais oublié. Moi qui le lis, c'est moi qui le lis. Je peux vous garantir, pour avoir eu la chance de rencontrer l'auteur, que quand c'est elle qui le dit, vous en avez des frissons. Et ça ne peut que donner envie de prendre le livre, de parcourir le livre. En l'occurrence, je l'avais déjà lu, mais je l'ai relu. Pareil, c'est un très court roman. C'est un roman autobiographique d'une 140aine de pages, à la fois doux et amer,
qui va relater en fait dans 3 parties les 2 vies qu'a eu Claire Gallois. D'abord, en début d'ouvrage, la belle vie, la vie agréable, belle, tendre, euh, aimante avec sa mère nourricière Yaya, sa Yaya. Voilà, elles sont vraiment fusionnelles toutes les deux. Claire y apprend la vie, elle apprend la simplicité, elle apprend des valeurs authentiques et surtout cette valeur, cette chaleur, la bonne humeur, cette volonté vraiment de partager et à l'ancienne, on va dire, euh, du respect. Ensuite, vous avez la deuxième partie qui, elle, est déjà un petit peu plus compliquée parce que, comment on va dire ça, il y a un changement de vie drastique. C'est fini la simplicité, c'est fini la chaleur humaine, c'est fini l'authenticité. Là, on passe vraiment de l'autre côté du mur. On passe à la haute bourgeoisie de la rue de Courcelles. On passe à la froideur, on passe aux convenances, on passe aux faux semblants. Quelque chose qui n'était pas prévu. C'est un mère biologique qui a débarqué à l'improviste et puis qui l'a littéralement arraché de Yaya, sans rien dire. Euh, c'est assez dur de la façon dont j'en parle. C'est merveilleusement présenté par contre par Claire Gallois, mais vous avez cette sensation, vous avez ces émotions qui sont vraiment à fleur de peau. Et de par l'écriture et de par la façon dont c'est fait, c'est vrai que c'est vraiment très marquant. Parce que ce qu'on peut retirer vraiment de ce court ouvrage, même si, comme je l'ai écrit dans la chronique, il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangé et je me mets à la place de certains amis qui lisent vont vraiment les déranger à eux. Mais moi, ce que je retiens là-dessus, c'est toute la partie description. Vraiment très explicite, très parlant. Euh, vous sentez vraiment cette chaleur humaine avec Yaya, ce fait qu'elles sont les deux ensemble, elles ne font qu'un en fait. Et à l'inverse, vous avez toute la gêne, tout le mal-être qu'elle subit et qu'elle vit malheureusement dans sa entre guillemets vraie famille. Et il y a des mots qui sont quand même très forts parce que par exemple, si je fais une petite citation, elle me tensait. La mémoire, c'est l'intelligence des imbéciles. Je l'avais. Je ne pouvais pas leur dire. Considérez qui est Yaya, considérez qui je suis. Je ne pourrais pas être vraiment moi avant d'avoir renoué le lien qui m'a ouvert à la vie. Et ça, elle le dit alors qu'elle est chez sa mère biologique, donc alors qu'elle est chez ses parents, logiquement. Quelque part, ça fait quand même sacrément réfléchir. Et puis, on en arrive forcément à la dernière partie de l'ouvrage, cette fameuse partie que l'on voit venir, que l'on anticipe, que l'on espère, que l'on souhaite, la fameuse partie des retrouvailles, où là c'est également très très fort, c'est romancé forcément, parce que bon, c'est très compliqué je suppose pour l'auteur de parler de ça, et puis à l'inverse, ça permet, en gardant cette neutralité, cette écriture un petit peu journalistique. Bon, moi, le premier, j'étais déçu là-dessus parce que j'aime bien tout ce qui est émotion, j'aime bien ressentir les choses. Il m'a manqué peut-être un petit quelque chose. Mais je reconnais que ça permet de garder cette neutralité, ça permet de rendre crédible le secret parce que ça garde un recul suffisant, ça garde, ça évite tout ce qui va être pathos, ça évite les facilités, ça évite, on va dire les propos haineux, la vengeance. Il n'y a pas de vengeance. Voilà, elle n'était pas bien chez ses parents. Elle voulait retrouver Yaya. Elle s'est convaincue qu'elle allait retrouver Yaya et elle a retrouvé Yaya. Et ça, c'est vrai que de ce côté-là, quand on ferme la dernière page, voilà, bah, ça m'a marqué. Je vous ai dit, je l'ai lu avant, j'ai eu la chance de voir l'auteur, j'ai relu certains passages après. Il est vraiment marquant. Il est vraiment très marquant. La plume est magnifique. Elle peut être belle, elle peut être acerbe, mais elle est jamais haineuse. Et ça, c'est vrai que quand on parle de soi, quand on parle sur un récit autobiographique, qui plus est sur des sujets qui sont quand même très difficiles et émouvants, respect et chapeau, quoi. Donc, si j'avais vraiment un conseil, si vous êtes sensible, peut-être passer à côté. Si vous souhaitez des romans qui sont très structurés, avec des chapitres, avec un certain ordre, etc. Attention, vous allez peut-être être un petit peu déboussolé par ce petit ouvrage,
Mais franchement, moi, je voulais vraiment le mettre en avant ce soir. Je remercie NetGalley et Stock Valentine, puisque tu es là, de m'avoir autorisé la lecture numérique de ce livre. Et franchement, je vous le recommande. Lisez la chronique sur le blog. Bon, je l'ai à peu près synthétisée. Vous avez quelques petites citations qui, j'espère, vous donneront envie. Mais franchement, bravo. Voilà. Stéphanie, je te rends la main. Eh ben, merci beaucoup, Benoît. Moi, ce qui me frappe quand même, en tout cas sur les trois titres, alors j'ai plein de choses à te dire, Benoît, qui m'arrivent dans les questions. Mais en tout cas, ce qui me marque jusqu'ici, on verra après avec Sandrine sur le dernier titre, mais ce sont quand même trois ouvrages qui touchent vraiment à l'humanité des personnages. On a vraiment cette recherche d'humanité, que ce soit dans le premier livre de No Home, que ce soit dans le livre que nous a présenté Bible aux Escales, que ce soit là pour le livre chez Stock. On a vraiment une rentrée littéraire tournée vers l'humain et un questionnement sur qu'est-ce qu'être humain et qu'est-ce que l'identité. Et c'est vraiment des questions qui, alors moi je le vois depuis plusieurs années quand même, au niveau des textes littéraires, résonnent, sont présents à chaque rentrée littéraire, avec des façons différentes de les approcher, que ce soit notamment de la polyphonie. On voit quand même qu'on a de plus en plus de romans polyphoniques, Ouais, tout un à peu fait. moins de romans autobiographiques, mais ça participe de certaines modes aussi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant de voir que ce qui nous retient, les coups de cœur qui ont marqué, ce sont aussi des textes qui interrogent cette notion-là d'humanité. Je pense que ça fait sens dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, en tout cas. Alors, je vais prendre juste quelques questions, Benoît, qui t'étaient Oui, adressées. Alors, en tout cas, bon, il y en a pas mal qui disent effectivement qu'ils te rejoignent sur le roman de Marine Westphal, sur ce roman plein de la beauté, de téméraire. poésie Ouais. et de voilà et de douceur et douleur infinie. Des remerciements, Brice, qui te remercie pour cette belle chronique. Je passe un petit peu. Alors, une remarque de Bénédicte qui nous dit, juste une petite remarque, Claire Gallois, c'est aussi beaucoup d'humour. Il y a entre Oui. autres une truculente description d'une de ses sœurs, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Benoît, et ce que tu exposes. Donc, effectivement, peut-être cette dimension qu'on a peu abordée, donc du truculent, Valentine, tu auras peut-être des choses à nous dire à ce sujet-là. Donc Stéphanie, Stéphanie qui nous dit qu'elle est très tentée par cette lecture-là. Et alors Cédric qui pose une question assez intéressante. Cédric, si vous voulez bien, je vais la. Alors est-ce que c'est une question pour Benoît uniquement ou est-ce que je pourrais la poser à tous nos participants parce que c'est le genre de question que j'aimerais garder peut-être pour clore le webinaire. Je vais la garder sous le coude pour la fin. Celle-là, je ne la dis pas tout de suite, je la garde. Elle était vraiment, elle est très bien posée. Du coup, j'en ferai la parade finale. Et un Et je bon vais teaser. Ah, et voilà, un un bon teaser. teaser. Faut regarder jusqu'au bout. Pour tout le monde, ça va, ça marche. Suspense, suspense, suspense. Alors, je passe tout de suite le reste de la présentation. Merci beaucoup, Benoît, à Je t'en prie. Sandrine, donc qui va nous présenter son coup de cœur de la rentrée. Sandrine, c'est bon, je te passe l'écran. Ok. Alors, ça doit être bon. C'est bon? Oui, ça se met en place, c'est parfait. C'est bon. Alors, là, ça doit être bon. C'est bon. On voit ton écran là. Oui, Ok, super. super. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc moi, au niveau de mon blog, c'est Vue de mes lunettes. Ça fait à peu près 3-4 ans que je l'ai lancé avec pour objectif premier de partager mes lectures. C'est vrai que dans mon entourage, dans mes amis, il y avait peu de personnes qui lisaient et c'était assez embêtant de ne pas pouvoir partager sur les coups de cœur ou justement les déceptions, sur les nouveautés. Et donc je me suis lancée sur Twitter et sur le blog un petit peu en même temps. Et puis j'ai fait pas mal de rencontres, pas mal de connaissances. Ma bibliothèque en a pris un gros coup. D'ailleurs, pour les BD, je ne remercie pas du tout qui m'a converti aussi au BD cette année. Donc voilà. Et puis c'est vrai, petit à petit, grâce à tout ce que je voyais sur Twitter, à tous les avis, aux discussions avec les autres blogueurs, mon univers littéraire c'est un petit peu élargi en fait. C'est vrai que j'étais sur un style, j'étais très romance. Et puis peu à peu, je me suis ouverte aux policiers, enfin voilà, au feel good, à la BD. Donc voilà, vraiment. Et puis il y a des romans plus durs et bien plus profonds. Et donc ce soir, j'ai choisi de vous présenter l'un de mes coups de cœur qui est Par amour de Valérie Tonkong.
C'est une auteure que j'ai découvert en fait avec, je pense comme beaucoup, l'Atelier des miracles et que j'ai redécouvert ensuite avec Pardonnable, Impardonnable. Et forcément, dès que j'ai entendu parler de son nouveau roman, j'ai un peu sauté sur l'occasion en me disant que de toute façon, c'était une auteure que j'aimais beaucoup, dont j'avais beaucoup aimé le style. Et avant même de savoir de quoi parlait son nouveau roman, je l'avais. Ah, on t'a perdu Sandrine au niveau de la connexion. On savait qu'elle a une connexion un petit peu aléatoire. J'espère que ça va aller. Hop, je vais lui mettre un petit mot. Touc. Alors, sinon on passera directement à toi. On passera à toi, Valentine, si Sandrine Ça va peut-être revenir. passe. Ouais, j'espère, parce que le roman est vraiment. Ouais, il est vraiment fabuleux ce roman. Ouais, tu l'as lu, Benoît? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Il y en a d'autres qui l'ont lu, J'ai là, eu le temps de le, justement. C'est pas pas eu le lui, temps de non. le chroniquer encore, mais c'est extraordinaire ce roman. Ça fait partie des grands romans de la rentrée. Oui, je suis assez d'accord. Je trouve ça très, très. On avait beaucoup parlé du Delacour, mais je trouve que celui-ci est vraiment à noter parmi le reste. Alors, écoute, Valentine, je pense qu'on va passer Je peux dire un petit mot sur Stock et si jamais Sandrine revient, on lui repasse la oui, parole. voilà, et puis on conclura avec Sandrine, hein, si ça vous dérange pas, côté lecteur, le temps que tout le monde se mette un petit peu en ordre de marche pour pas trop stresser, Sandrine. Alors, bah, du coup, Valentine, c'est parti. Je te laisse la présentation et dès que Sandrine est revenue, on lui repasse la main. Eh ben, on fait comme ça. Alors, je vais essayer de prendre la webcam. Il faut juste que je la retrouve. Eh ben, tant pis, je ne la vois plus. Bon. Elle doit Alors, être ouais, dans ton coin à droite ou Mhm. on trouvera. bon, je vais faire comme ça. Là, non. Ouais, c'est affiché pendant tout du long, mais plus là. Bon, tant pis. Du coup, Ah, alors attends, Sandrine est revenue. Est-ce que du coup, on reprend Sandrine ou pas? Qu'est-ce que tu reprenons penses? Sandrine. Reprenons Reprenons Sandrine. Sandrine, tant que t'as pas Ah ouais. commencé, c'est parti. Sandrine, c'est bon, tu nous entends bien? Alors moi, je vous entends. En fait, je pense que c'est quand j'ai mis mon écran que ça a un peu. Alors, je te repasse présentateur et puis écoute, tu vois comme ça va au niveau de ta connexion, tu t'embêtes pas, sinon tu mets pas de screenshot voilà. Là, en tout cas, on te voit bien, on t'entend bien et on a ton écran Là, c'est jusqu'ici. bon. Donc, je vais recommencer. Donc, je sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Au tout début. Bah alors, au tout début, tu allais commencer à nous parler justement de ce qui faisait que tu avais choisi ce coup de cœur pour la rentrée, pour cette rentrée littéraire. Donc là, ça doit être bon. C'est bon? On est parti, c'est pas C'est mal, bon. c'est nickel. Valérie Tonkong, c'est une personne, enfin, c'est une auteure que j'ai découvert avec l'Atelier des miracles et ensuite avec Pardonnable, Impardonnable. Quand j'ai entendu parler de son nouveau roman, je l'ai tout de suite ajouté à ma wishlist en fait, sans savoir de quoi ça parlait, sans savoir le titre, sans rien savoir. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une auteure de confiance qui a su me toucher dans ses autres romans. Et c'est quelqu'un que j'avais vraiment envie de continuer à découvrir. Donc en fait, j'ai été un peu surprise quand j'ai vu le résumé de savoir qu'elle abordait la Seconde Guerre mondiale. Euh, Surprise et puis en même temps, j'ai eu très envie de le lire. Faut savoir que moi, je suis pas du tout très intéressée par l'histoire. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est un thème que j'aime beaucoup dans la littérature. Il est très utilisé et on sait d'avance que ça va proposer une émotion. Et en même temps, comme c'est un thème qui est souvent abordé, ça implique une grande justesse et une connaissance au niveau des faits, parce qu'il faut quand même être d'accord. Et en même temps, il faut une approche nouvelle avec une histoire qui puisse se différencier, toucher et aussi marquer les esprits. Et ça, je pense que c'est quelque chose que Valérie Tonkong a très bien réussi avec Par amour. Et en même temps, ce titre, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il est à l'opposé de ce qu'on peut penser de la Seconde Guerre mondiale.
et d'opposer ce titre avec ce contexte, j'ai trouvé ça très très sympathique. Au niveau de l'histoire, donc ce sont deux familles qui habitent au Havre et qui évoquent en fait leur quotidien pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment de juin 1940 à août 1945. Donc, elle évoque l'exode, les enfants qui sont envoyés en Algérie, les maladies, la résistance, tout ce qui se passe autour des Juifs. Donc, c'est un roman qui est très complet. Et comme dans ces autres romans, elle alterne les narrateurs en faisant parler le récit du point de vue de chacun des personnages. C'est-à-dire que dans Par amour, il va y avoir 7 personnages principaux, que ce soit des adultes ou des enfants, et ce qui rend en fait le roman aussi vivant, émouvant et captivant. Donc en fait, dès les premières lignes, on sent que le récit va être grave et sérieux, et en même temps, on sent qu'on va accrocher tout de suite. Moi, je pense que à la troisième ligne, je pouvais déjà plus fermer le roman. J'étais dedans et il fallait que je lise. Et en même temps, elle a su construire, comme dans ses autres romans, des personnages qui sont très touchants et pour lesquels on craint. En fait, c'est vrai que dès les premières lignes, elle a cette gravité et on a une affinité particulière avec les personnages. Surtout qu'elle commence avec une petite fille et donc on craint pour eux, on est tout de suite transporté dans le roman et dans l'enfer en fait de cette guerre pendant l'Exode. Et donc c'est très touchant, surtout quand elle parle du point de vue des enfants en fait, parce que c'est vrai qu'elle elle les met en avant, on sait ce qu'ils ressentent, ce sont pas des enfants qui ont une innocence d'enfants comme nous on a pu avoir, ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux, ils sont conscients de la guerre, il y a des morts, voilà, c'est très difficile pour eux et elle les met en avant d'une façon très simple, et très vivante. Et ensuite, l'avantage de cette alternance des personnages, des narrateurs, c'est qu'on sait ce que chacun va ressentir, on sait aussi pourquoi ils font certains choix, on sait ce que les autres ne savent pas, on sait ce que chacun cache à l'autre, et en même temps, quand on revient sur un autre narrateur, on sait ce que les autres ne savent pas et on a envie de leur dire que tout va bien aller, que voilà, ce sont vraiment des choix faits par amour et pas des choix égoïstes en fait. C'est vraiment des choix qui sont faits pour la famille, pour le collectif. Et donc c'est très très intéressant et très éprouvant, très émouvant. C'est vrai que quand on finit un chapitre et qu'on voit juste le nom du narrateur du chapitre suivant, on a juste envie de continuer en fait. On est pris dans une spirale, on est vraiment, elle nous entraîne dans le roman, enfin, on est vraiment dans cette Seconde Guerre mondiale. Il y a au niveau historique, c'est vraiment très bien raconté. Il y a les faits, les événements. C'est pas trop, c'est vraiment très bien dosé. Et au-delà du roman, de l'aspect roman et du contexte historique, il y a un aspect psychologique qui est très très bien orchestré. Et c'est vrai qu'on sent toutes les répercussions qu'on n'imagine pas sur une décision. Et puis tout ça, ça nous est livré au fur et à mesure en fait. Et ça apporte de la solidité à l'histoire. Et petit à petit, en fait, on prend conscience que l'amour que chacun se porte est le plus important, même si ça implique des sacrifices et parfois même des éloignements et puis des situations très très compliquées. C'est vraiment un livre qui traite du courage et à plusieurs fois, je me suis arrêtée en me disant mais qu'est-ce que j'aurais fait si moi j'avais été dans ce contexte-là? Parce que c'est difficile pour nous aujourd'hui de vraiment se dire voilà, la guerre c'était comme ça. Et là, elle nous transporte et on est vraiment dedans et on a du mal à décrocher. Et enfin, je trouve qu'il est vraiment primordial de saluer le travail de recherche qui a été réalisé parce qu'entre le contexte et les personnages, c'est vraiment le talent de Valérie Doncomte qui fait que c'est un livre qui est très fort et qu'on vit intensément. J'ai trouvé que c'était vraiment un livre très très beau et qui mettait en avant l'amour dans un contexte de guerre qui est vraiment très très difficile. Et elle nous prouve que l'amour est un sentiment quand même plus fort que la guerre et que c'est surtout un sentiment qui est indestructible malgré ce qu'on peut nous faire penser. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. C'était vraiment touchant.
comme présentation. Du coup, je pense que ça confirme encore une fois ce dont on parlait tout à l'heure sur la prégnance de la dimension humaine, encore une fois, des livres coup de cœur de la rentrée littéraire, Ouais, ouais, dans un contexte voilà, historique et sociologique qui demande à être interrogé, ou en tout cas qui questionne cette humanité-là, que ce soit une humanité générationnelle, une humanité sentimentale, une humanité autobiographique. Je pense on est réellement dans ces problématiques-là. Alors, je voulais juste te lire un petit mot de Stéphanie qui nous disait je suis d'accord depuis le début. Je suis d'accord, le début, pardon, est très accrocheur. Cette jeune narratrice est particulièrement touchante et je pense que c'est ce qui permet aussi à ta chronique d'être aussi touchante. Il y a vraiment une sensibilité assez forte, je trouve, dans son écriture qui est palpable dans la façon dont tu as d'en parler. Donc, je te remercie aussi pour cette belle présentation de Valérie Thiongong, vraiment. merci beaucoup. Du coup, Valentine, tu vas pouvoir entrer en scène finalement après un premier tour de piste écourté. Du coup, je te passe la main tout de suite. Ok. Alors, est-ce que c'est bon? C'est bon. Exactement, on est sur la lecture, voilà. Bien, super. Bah, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous. Merci Sandrine pour ce coup de cœur qui donne hyper envie de le lire. Merci Stéphanie de m'avoir permis de présenter quelques livres de stock ce soir. D'ailleurs, je pensais parler rapidement de la rentrée littéraire de janvier-février, mais en fait, Benoît a présenté 3 des titres. Désolé. Rien à dire. Mais merci, t'en as super bien parlé. Merci. Et donc moi, je me proposais plutôt de parler de 2 romans qui paraissent en mars. Le Donc premier, avec un petit peu d'avance. Donc c'est en avant-première. J'ai mis là celui qui s'affiche sur NetGalley pour pouvoir le lire avant parution. Donc n'hésitez pas. Ce livre-là, donc c'est Looping d'Alexia Strezzi. C'est un premier roman et c'est vraiment pour moi un coup de cœur. En fait, c'est marrant parce que je l'ai lu il y a environ un mois. Et quand je l'ai lu d'une traite. J'ai vraiment cru que c'était une histoire vraie. Ce qui m'arrive assez rarement, en fait, parce que je fais bien la part des choses. Je sais qu'un roman est un roman, une histoire vraie. Enfin voilà, et finalement, pour moi, c'est pas ça qui compte. Mais là, c'est dingue. Je voulais que ce soit vrai. Je me suis vachement attachée à l'héroïne et je crois que je l'aimais tellement que j'avais très envie qu'elle ait vécu. Donc, pour parler du livre, la première scène, c'est une scène très rigolote. Il y a un avion dans le ciel qui fait un looping parfait. Donc c'est un avion un peu comme celui qu'on voit là sur l'écran, sauf qu'en fait à l'intérieur, on apprend que c'est une grand-mère de 70-80 ans qui est à l'intérieur et qui est en train de s'amuser dans les airs comme une folle. Elle est là à faire des loopings sous les yeux éberlués de sa petite fille. Et en fait, c'est à ce moment-là que la petite fille, qui est la narratrice, se dit ah, bah, j'ai envie d'écrire sur ma grand-mère. Donc, elle va se mettre à raconter l'histoire absolument romanesque de sa grand-mère Noélie. Noélie, c'est c'est une Italienne qui est née dans un petit village pauvre de l'Italie du début du siècle. Donc, elle est née en 1909 dans un village nommé Imperia, en Ligurie, donc c'est en Italie du Nord. Elle ne connaît pas son père. Son père, en fait, était un soldat de passage que sa mère n'a connu que quelques jours. Et elle va vivre les 10 premières années comme ça, dans ce petit village très pauvre. Et vers l'âge de 10 ans, il y a son grand-père paternel qui vient la chercher, qui débarque comme ça chez ses grands-parents maternels. Et donc, elle va le suivre avec sa maman. Et chez lui, donc dans une grande demeure bourgeoise, elle va apprendre les codes de la bourgeoisie. Ça va durer qu'une année. Ensuite, elle retourne chez elle, dans son village d'Italie. Alors, je n'entends plus rien. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Si, on t'écoute On est très attentif. Et religieux, c'est pour ça, Valentine, que tu n'entends rien. C'est perturbant, en fait. Donc, elle revient dans son village, après ce petit épisode d'un an chez son grand-père paternel. Et là, quand elle a 17 ans, cette fois, c'est son père, qu'elle n'a jamais vu,
qui arrive devant la porte de chez elle. Il a une chemise noire. En fait, il appartient au squadre de Mussolini. Donc, c'était les militaires nationalistes dans les années 20. Et il vient alors qu'il n'était pas revenu, enfin qu'ils ne se connaissent pas en fait. Et il vient chercher sa femme et son enfant, et ensemble, ils vont aller en Libye. C'est qu'à l'arrivée à Tripoli qu'en fait, elle se rend compte que là, ils sont accueillis par des domestiques, avec une voiture, un chauffeur, qu'ils arrivent dans une somptueuse demeure de Tripoli. Et en fait, son père est le podestat de Tripoli. C'est le gouverneur. Euh, donc, déjà, c'est un début hyper romanesque. Il y a tous les domestiques comme ça à son service, mais c'est pas ce qui l'intéresse. C'est une jeune fille hyper audacieuse qui prend à chaque fois les devants de sa vie. Et donc là, elle se trouve dans un pays étranger. Elle est hyper curieuse. Elle décide de se balader dans les villes, d'aller à la rencontre des Libyens. Elle s'habille en libyenne. Elle apprend toute seule à parler arabe. Et elle met plein d'idées en œuvre pour rendre la vie des gens autour d'elle plus agréable. Elle va créer une basse-cour, et du coup créer une coopérative avec une vente de poules. Il y a plein de petites idées comme ça qui agrémentent le récit. Et à partir de là, on débarque vraiment dans le roman. C'est une suite de péripéties. Elle va rencontrer un aviateur dont elle va tomber follement amoureuse. Ils vont se marier. Elle va apprendre avec lui à piloter un avion. Ensuite, elle retourne avec lui dans l'Italie de l'après-guerre et elle va mener un commerce d'import-export qui va évidemment super bien marcher parce que elle a une volonté de faire, elle ne lâche jamais rien. Ils vont devenir riches, côtoyer des membres du gouvernement italien, aller sur une plage enfin de la côte italienne très très chic. Là, elle va rencontrer des membres du gouvernement. Elle va être envoyée en Libye pour aider au négoce de pétrole. Là-bas, comme elle est super douée, fine, qu'elle maîtrise super bien l'arabe, euh, les Libyens ne vont vouloir faire ce commerce de pétrole qu'avec elle. Et, euh, et donc, on suit cette femme dans toutes ses aventures. Euh, et à travers toutes ces aventures, en fait, c'est toute l'histoire de l'Italie qui est retracée. Donc, à chaque événement, il y a une date historique de l'Italie qui est rappelée. Donc, c'est à la fois un récit hyper romanesque, avec une héroïne passionnante, avec un caractère de feu qu'on a envie de suivre, hyper attachante, qui a le goût de l'autre, enfin, qui a tout pour qu'on l'aime. Et il y a en même temps ce fond historique qui fait qu'on apprend plein de choses et de façon agréable. Euh, et pendant tout ce roman, il y a une question un petit peu lancinante qu'on se pose, mais comment ça se fait que cette femme, Noélie, a une telle énergie, qu'elle développe autant de projets? D'où est-ce que ça lui vient? Et en fait, ça, je ne vous le dis pas, mais c'est quelque chose qu'on découvre à la fin. En fait, il y a un événement de sa vie familiale qui va être dévoilé à la fin et qui fait qu'on comprend qu'elle ait eu cette ambition et cette envie en permanence de développer les choses autour d'elle. Donc voilà, bah écoutez, je vous le conseille beaucoup. Ça se lit enfin ça se lit rapidement, c'est vraiment agréable. Donc c'est une belle lecture, une belle découverte. Je vous ai mis une photo de l'auteur, donc Alexia Strezzi, qui avant d'être écrivain était actrice. Voilà, vous l'avez peut-être déjà croisée dans des films. Est-ce que vous avez encore un peu d'énergie pour que je continue et que je vous parle d'un deuxième roman? Vas-y, continue, continue. Je vais juste te faire une remarque de Brice qui nous dit, voilà, un roman qui donne envie. Alors, il dit quelque chose que je trouve assez vrai. Il dit, j'adore ces épopées qui grandissent avec leurs personnages. Je trouve qu'il y a un côté épique, presque désinvolte, un peu roman de femme, assez engagé aussi. Est-ce qu'on a cette dimension-là dans le roman, c'est-à-dire aussi comment dire, Engagé, en tout cas, c'est oui, vraiment le portrait d'une femme féministe avant l'heure, si bien on dans veut. son temps aussi. Voilà, bien dans, ok. Ouais. Parfait. Très bien, bah écoute, tu as des grands oui partout. Je pense que tu as tu remportes la plébiscite. Alors du coup, on a hâte de voir prochain bouquin apparaître. Celui-là, n'hésitez pas à le solliciter sur NetGalley.
C'est une version épreuve, donc c'est un PDF, donc la lecture n'est peut-être pas hyper agréable. Dès que j'aurai une version e-book, je la mettrai en ligne. Ce sera plus facile pour la lecture, mais bon, voilà, vous pouvez déjà le lire dans cette version-là. Ensuite, alors j'ai mis cette fois la photo de l'auteur en premier. Donc c'est Maï Bin Bin. Peut-être que vous le connaissez déjà. En fait, c'est un peintre au départ. C'est un peintre contemporain marocain euh, qui est un des peintres les plus connus du Maroc en ce moment. Là, à Paris, il a exposé à Lima lors de l'expo sur le Maroc. Il a exposé au Grand Palais il n'y a pas longtemps pour le festival Art Paris. Je sais plus, il y a eu d'autres expos dont je ne me rappelle plus exactement. Je vous ai mis quelques peintures, peut-être que ça vous dira quelque chose. C'est très marquant. En fait, il y a toujours ces personnages un peu toujours identiques, hyper mélancoliques, dessinés avec un trait noir très fin. Et souvent, c'est deux personnages qui s'embrassent comme ça, avec les têtes l'une dans l'autre. Donc, vous pouvez voir un peu ce que vous voulez, mais enfin, moi, je trouve ça très beau. C'est pour ça que je vous les mets là, pour que vous les ayez en tête. Vous le connaissez aussi peut-être, parce qu'il a écrit un livre chez Flammarion il y a 3 ans, je crois, qui s'appelle Les étoiles de Sidi Moumen. C'est un titre dont on avait beaucoup parlé, qui reprenait la vie des terroristes de l'attentat de Casablanca en 2003. En fait, c'était des terroristes qui venaient du même village, Sidi Moumen, et du coup, ils retracent toute la vie de ces jeunes hommes dans le village de Sidi Moumen. C'est un livre qui avait été adapté par Nabil Ayouch dans le film Les Chevaux de Dieu. Voilà, donc peut-être que vous en aviez entendu parler comme ça. Sinon, vous pourrez le rencontrer au Salon du Livre, puisqu'il est invité d'honneur, puisque c'est le Maroc qui est le pays invité d'honneur du Salon du Livre, donc il y sera. Voilà, et là, le livre que je vous présente, alors, il est là. J'ai un petit peu honte parce que je me suis trompée de couverture. En fait, le titre a changé. C'est plus le Bouffon du roi, c'est le Bouffon du roi. Voilà, j'ai pris une version qui n'est pas la définitive. Donc, ce sera le même visuel, mais le titre est devenu Le Fou du roi. Alors, c'est un titre un peu intriguant, et en fait, qui est basé sur l'histoire familiale de Maï Bin Bin. C'est un livre que je crois il a mis beaucoup de temps à écrire, parce que c'est sur une histoire très 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 intime. Euh, En fait, ça repose sur un drame. C'est que son père était, était fou du roi Hassan II, donc, qui a été roi du Maroc, je crois, des années 60 à la fin des années 90. Et le frère de Maï est rentré dans l'armée marocaine et a participé à un coup d'État contre le roi et s'est fait du coup emprisonner dans les prisons de Tazmamart. C'est des prisons avec des conditions de vie terribles. En gros, presque tous les prisonniers là-bas meurent. Euh, et en fait, son père qui côtoyait le roi en permanence, était conscient que son fils était dans cette prison, mais ne pouvait rien faire et a quand même continué à travailler pour le roi. Euh, donc, Maï, qui était le fils et le frère, a eu comme ça a été toute sa jeunesse un peu tiraillée entre des sentiments très 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 contradictoires et vécu dans une ambiance familiale assez terrible comme vous pouvez l'imaginer. Là, dans ce livre, il choisit de faire parler son papa. Donc c'est pas présenté comme ça. Là, je vous dis un peu l'arrière-fond. Dans le livre, c'est jamais dit que c'est son père, il n'évoque pas son histoire familiale. C'est un peu trop intime. D'ailleurs, voilà, je vous le dis, mais avec des pincettes, c'est toujours un petit peu délicat d'en parler comme ça. Donc, il choisit de faire parler son papa, qui était donc bouffon du roi ou fou du roi. Mais en fait, je trouve que c'est un terme qui ne rend pas du tout hommage à ce qu'était cette fonction, parce que c'était un travail qui était éminemment littéraire. En vrai, il était plutôt poète du roi. Il cherchait à divertir le roi Hassan II plutôt par des bons mots, par une répartie rigolote,
Euh, par des poésies. Donc c'était un fou, enfin un poète, un magicien. D'ailleurs, je m'étais dit que j'allais vous lire un petit passage. Donc c'est tout petit, je vais pas vous prendre trop de temps non plus. Alors, donc là, c'est le fou du roi qui parle. Oui, je redevenais magicien, un être unique, dont seul le roi pouvait s'offrir les services. Je tirais de mon chapeau des vies jusque-là ensevelies dans l'oubli, des histoires qui croupissaient dans ma tête et dans les nuages qui flottaient par-dessus. Des contes fabuleux vêtus de mots tendres, d'images insolites, qui n'attendaient que la rêverie d'un poète pour les charmer, qu'une main tremblante pour les cueillir et en composer un bouquet que j'offrais humblement à mon maître. Voyez, le but suprême de ma drôle d'existence n'est rien d'autre que de rendre heureux le roi. Je ne vis que pour cela. Donc ça vous place un petit peu le personnage. Un personnage complètement dévoué corps et âme au roi Hassan II. Donc dans ce roman, on est avec ce narrateur complètement dans le palais du roi à Marrakech. Et en fait, on se trouve au chevet du roi qui est très malade. Et à son chevet, on commence à découvrir un petit peu toute sa cour. Donc là, il y a toute une galerie de personnages plus pittoresques les uns que les autres. Il y a le docteur Moussa, par exemple, qui est petit, râblé. Je me suis noté la petite description. La panse rebondie et le crâne dégarni, qui lui aussi est dévoué corps et âme au roi. Il reste en permanence à son chevet et il n'a même plus le temps de rentrer chez lui. Il y a l'herboriste Moussa, il y a le nain Bouddha, il y en a plein d'autres comme ça, donc qui sont des personnes, ça fait complètement moyenâgeux en fait. Et c'est toute une galerie de personnages qui sont en permanence là pour le plaisir, pour le bon soin, pour le bon plaisir du roi. Et donc tous ces personnages, ils évoluent dans un climat à la fois fascinant et effrayant, parce que d'un simple mot, le roi peut les mettre à la porte. Euh, donc ce roman m'a vraiment énormément plu, tant par l'histoire qui emmène complètement dans l'univers du Maroc d'il y a 20 ans, quoi. C'est fou, c'était vraiment, c'était il y a 20 ans, c'était hier et ça paraît déjà tellement loin. Euh, et enfin, Maï a ce ton qui est hyper poétique. En permanence, il flirte entre la bouffonnerie et le drame. On ne sait jamais trop à quel niveau se situer. On peut rire et pleurer à la fois. Mais c'est parce que lui que j'ai rencontré, en fait, il est comme ça. Il est à la fois extrêmement sympathique, il éclate de rire en permanence, mais on sent qu'il y a un fond mélancolique. Enfin, en tout cas, c'est ce que le ton de son roman dégage. Donc voilà, c'est un roman qui m'a énormément plu. J'espère que vous aurez l'occasion de le lire et que j'aurai vos avis pour connaître un peu ce que vous en pensez aussi. Il sera présent au Salon du Livre, Valentine, ou pas Alors du tout Maï, ouais, D'accord. Maï présent au Salon du Livre. Malheureusement, nous, on n'y sera pas cette année, donc on n'aura Du pas tout, de du tout? stand. Pas du tout, non. Ouais, d'accord. On le Ok. fait une fois sur deux, en gros. D'accord, Euh, ok. Ok, voilà. et vous organisez des événements en marge, il y aura un petit quelque chose à côté ou c'est vraiment Alors, une présence j'envisage de faire justement une rencontre avec vous tous, avec enfin, tous ceux qui peuvent. Donc une rencontre blogueur le dimanche 26 mars. Donc pour le brunch. D'accord. Voilà. Ok, donc voilà, donc ceux qui sont à Paris J'enverrai une le invitation. 26, Si vous n'êtes pas dans mes ouais, contacts, surtout faites-moi un mail. Mon mail, vous l'aurez par Stéphanie, ou sinon vous voilà, n'hésitez pas. envoyez Ouais. un mail via le site internet. Je, je vous inviterai avec plaisir. Alors j'ai Brigitte qui me demande, Valentine, à partir de quand les épreuves seront disponibles sur NetGalley? Alors, j'ai pas encore mis. Je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir les prochaines épreuves que je pourrais vous faire lire, mais c'est imminent. Ce sera là dans les dix Donc il y aura prochains pas jours. un bon 6 mois d'avance, ouais, un bon mois et demi d'avance quand même, Ouais, ce ouais, qui est ouais, déjà ouais, super. Ok. ouais, ouais.
Donc voilà, Voilà. j'espère que Brigitte, vous allez tenir, tenir jusque-là, pour les autres aussi. En attendant que Valentine dépose tout ça sur NetGalley. Bon, bah, je crois qu'on a déjà fait un bon tour de parole. Je vois que le temps a filé beaucoup Voilà, plus oui, vite j'ai que parlé vachement prévu. longtemps, excusez-moi. Non, c'est pas grave du tout, Valentine. Au contraire, et je suis contente qu'on puisse avoir ce contact aussi entre lecteurs et éditeur un peu plus souvent. Comme je disais, c'est important que ce soit pas uniquement centralisé à Paris, qu'on puisse le faire avec l'ensemble des personnes présentes en France. Et puis j'espère que pour NetGalley, ça se développera aussi dans le réseau francophone plus que français, c'est-à-dire en Suisse, en Belgique, au Canada, pour tous les expatriés aussi qui lisent et qui chroniquent, mais qui ne sont pas en France. Hein. Ça, ce sera un des gros enjeux de la plateforme. Donc bon, il y avait une petite question qui avait été posée, mais je pense qu'elle est un petit peu longue. Je pense que on pourra faire un petit billet à propos de cette question-là, qui était quel était le livre qui vous avait le plus marqué tous dans votre vie. Donc je pense qu'on aurait tous des livres à citer, ou au moins un livre, mais je pense qu'il est un peu tard pour répondre à ça en direct. Alors, ce que je vous propose, c'est de pourquoi pas faire un petit billet et puis de me le passer. Je mettrai ça dans un article que je partagerai avec l'enregistrement du webinaire. Ça pourrait être, je pense que c'est une très bonne idée que de se partager tout ça. Et puis, je vous invite tous, du coup, à nous faire part également du livre qui a marqué votre vie, puisque c'était la question. Une note que j'avais sous le coude et que finalement je vais garder sous la plume pour plus tard. Et je vous remercie surtout tous d'avoir non seulement pris le temps d'être restés jusqu'au bout, d'avoir été aussi enthousiaste dans vos commentaires. C'est vraiment ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis contente qu'on ait pu organiser ça également sur NetGalley. J'espère que ça pourra être poursuivi par la suite. Et puis, profiter du Salon du Livre, profiter des belles opérations qu'il y a encore sur NetGalley à venir, des avant-premières que les éditeurs mettent à votre disposition. Il y aura un enregistrement donc de ce webinaire et puis on fera un petit article. Du coup, je pense que ce sera sympathique avec une représentation des blogueurs qui ont bien voulu intervenir aujourd'hui, du programme de Stéphanie et du programme de Valentine. Que vous ayez tout sous la main. Et puis, bah, il me reste à vous remercier chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer, avoir une petite pensée pour Aurélie, du coup, qui était malade, mais qui avait aussi bien participé en amont à ce webinaire. Et puis à vous dire du coup à très bientôt pour des aventures, ou en tout cas des lectures tout aussi truculentes. J'aime beaucoup cet adjectif. Alors je vais conclure sur sur cet adjectif-là. Merci à tous et puis à très Merci à bientôt. toi. Merci à toi pour l'organisation. Merci. Merci, à très bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.